J'en suis finalement à la dernière capsule de la série sur le libéralisme et la critique conservatrice. Je vais parler de la liberté d'expression appliquée à la théorie du genre. Alors, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, à notre époque, des individus revendiquent qu'on les reconnaisse comme femmes, hommes, ou ni l'un ni l'autre, en fonction de leur identification subjective. Mathieu Bock-Côté les appelle les militants du genre. Et en dépit que cette revendication-là ait été acceptée dans la loi au Canada et dans plusieurs autres pays aussi, il y a une résistance de la part de beaucoup de gens. Les gens qui résistent viennent de divers milieux. Ils peuvent être identifiés à diverses théories politiques, idéologies. Alors ici, je vais me borner à identifier deux groupes qui résistent à la théorie du genre, mais ça ne veut pas dire que quiconque résiste à la théorie du genre fait forcément partie d'un de ces deux groupes. Alors, d'un côté, vous avez les conservateurs comme Mathieu Bock-Côté, et vous avez par ailleurs les féministes comme Réa Jean. Alors, ne pas admettre les revendications des militants du genre vaut des accusations de discrimination, de transphobie et même parfois de haine. Et aussi l'accusation d'être réactionnaire, de ne pas être de son époque. Certains voudraient carrément qu'au nom des droits fondamentaux des personnes trans, de la liberté et de l'égalité entre tous les humains, vous aurez reconnu ici des valeurs libérales. Bref, au nom de ces valeurs, certains voudraient qu'ils soient punis par la loi de ne pas accepter la théorie du genre. Par exemple, certains voudraient qu'ils soient punis par la loi de ne pas utiliser les mots qu'une personne demande qu'on utilise pour référer à elle. Par exemple, si quelqu'un demande qu'on l'appelle madame, même si vous êtes convaincu que c'est un homme, vous seriez obligé de l'appeler madame, parce que faire autrement relèverait de la discrimination, voire même du discours haineux. Si vous appelez madame ou monsieur une personne qui ne s'identifie ni comme homme ni comme femme, la même chose. Alors la question qui se pose est la suivante. Est-ce qu'on devrait avoir le droit, d'une part d'un point de vue libéral, et d'autre part d'un point de vue conservateur, de critiquer la théorie du genre? Alors, je vous dis tout de suite que la réponse est oui dans les deux cas, mais le développement qui suit ce oui est différent. Pour donner tout de suite une vue d'ensemble, la philosophie libérale donne simplement le droit de critiquer la théorie du genre, puisque la liberté d'expression fait partie de ses principes fondamentaux. La philosophie conservatrice, elle ne donne pas simplement le droit, elle donne des raisons de critiquer la théorie du genre. Donc, on n'a pas seulement le droit de le faire, on devrait le faire d'un point de vue conservateur. Alors, pour ce qui est du libéralisme, vous pouvez appliquer le raisonnement que j'ai présenté dans ma capsule sur la liberté d'expression, lien ci-dessous, et vous constaterez que le libéralisme permet de dire à peu près ce qu'on veut, y compris sur la théorie du genre, puisqu'en vertu du principe de non-nuisance, la liberté d'expression est pratiquement absolue. Dans des versions un peu plus modérées du libéralisme, on pourrait cependant admettre certaines limites à la liberté d'expression, notamment l'incitation au meurtre, à la violence et à la haine, y compris quand ça vise les personnes trans, considérant que ce genre de propos
constitue bel et bien une atteinte aux droits des personnes visées. C'est un point de vue qui est cohérent avec les fondements du libéralisme, parce qu'on invoque vraiment l'atteinte aux droits d'autrui pour justifier de mettre des limites à la liberté d'expression. On va retrouver un point de vue libéral qui ressemble à ça chez le philosophe québécois Jocelyn McClure. Selon lui, Mill n'allait pas assez loin avec le principe de non-nuisance et il existe bel et bien des propos dont on peut considérer qu'ils vont à l'encontre des droits fondamentaux de certains humains et qui doivent de ce fait, pour certains, être interdits par la loi et pour d'autres être surtout fortement découragés socialement. En passant, la loi canadienne se rapproche plutôt de la conception de McClure que de celle de Mill, parce qu'elle interdit les propos haineux, y compris les propos haineux envers les personnes trans. Je pense à ce qu'en dirait la philosophie conservatrice. En plus de la loi qui permet de changer sa mention de sexe sur ses cartes d'identité en fonction de son identité subjective, autrement dit, en plus des changements légaux, les militants du genre voudraient aussi des changements sociaux. Ils voudraient qu'on change socialement les définitions des mots femmes et hommes pour que ces mots réfèrent aux personnes selon le genre qu'elles se choisissent plutôt que selon leur sexe. Et si on adopte un point de vue semblable à celui de Mathieu Bock-Côté, eh bien on sera sensible au fait que la majorité des gens accordent de l'importance aux différences entre les sexes et aussi au sexe des gens à qui ils ont affaire, et ce, dans beaucoup de contextes. Alors, il paraît, si on se place d'un point de vue conservateur comme celui-là, tout à fait légitime de demander au nom de quoi l'ensemble des gens devraient renoncer à référer à ce qui a de l'importance pour eux, parce qu'une minorité préfère accorder de l'importance à autre chose. Parce qu'une minorité de gens accordent plus d'importance à ce qu'ils appellent l'identité de genre qu'au sexe, il faudrait que tous les autres se sentent mal de référer au sexe au point de s'abstenir de le faire. En dépit, vous remarquerez que par ailleurs, la majorité des gens n'accordent pas d'importance à l'identité de genre. Seuls les militants du genre accordent de l'importance à ce concept-là. Vous pouvez faire le lien avec les demandes de reconnaissance qui s'accumulent en raison de l'individualisme outrancier dont je parlais dans la capsule précédente. Ce genre d'exemple de revendication de minorité permet de comprendre, endosser, ça c'est votre affaire, mais ça permet de comprendre pourquoi un philosophe conservateur comme Mathieu Bock-Côté parle parfois de tyrannie des minorités. Si vous lisez attentivement l'extrait de livre que je suis en train de commenter, vous constaterez que Bock-Côté n'est pas contre les droits des personnes trans. Au contraire, il se prononce explicitement favorable à leurs droits et je le cite, « Les troubles de l'identité sexuelle ne sont quand même pas la seule invention de militants progressistes obsédés par la déconstruction de la civilisation occidentale. Bien sûr que non, et une société civilisée cherche à les accommoder le plus possible. » Alors, bien entendu, les personnes trans n'ont pas commencé à exister avec l'époque contemporaine, ni même avec la modernité. Comme le dit Bock-Côté, les troubles de l'identité sexuelle existent. Et dans toute société qui reconnaît les droits humains,
On se doit de reconnaître les droits de ceux qui ont ce genre de situation et de trouver des façons de les traiter équitablement par rapport aux autres. Cependant, Bock-Côté ajoute tout de même, mais c'est une chose que d'accommoder les marginaux, et c'en est une autre de faire exploser des repères indispensables à l'immense majorité des gens. Alors non seulement Bock-Côté rappelle que le sexe existe indépendamment des cultures, comme fait biologique, et que ce fait biologique a de l'importance pour la majorité des gens, mais je vous rappelle qu'il accorde aussi de l'importance au genre, c'est-à-dire aux conceptions sociales de la féminité et de la masculinité. Les humains interprètent les différences entre les sexes parce qu'elles ont de l'importance pour eux. En quoi serait-il bon pour nous de nous interdire d'associer des codes et des représentations aux différences entre les sexes? C'est simplement la nature humaine qui s'exprime, nous dit Bock-Côté. Sa nature d'être profondément sociale et culturelle qui communique par code. Et en imposant ce genre d'interdiction, ce n'est pas à un État libéral qu'on aboutirait. Bock-Côté remarque fort justement qu'on arriverait plutôt à un État totalitaire, puisque l'individu a besoin de passer par l'État pour exiger la reconnaissance par les autres de son identité subjective. À ce sujet, Bock-Côté écrit « Ce dont l'individualisme libertaire a besoin pour s'épanouir, c'est un étatisme autoritaire et thérapeutique. » Alors bref, selon la philosophie conservatrice, non seulement on a le droit de critiquer la théorie du genre, mais on devrait le faire. Pour conclure, si on parle de liberté d'expression relativement à la théorie du genre, c'est pas simplement parce que c'est un exercice intellectuel intéressant, mais surtout parce que dans les faits, la liberté d'expression à ce sujet-là est menacée. Vous pourriez en parler à certaines féministes. Oui, même si la théorie du genre se réclame du féminisme. Comme le mentionne Bock-Côté, il y a aussi un autre féminisme qui existe en fait depuis plus longtemps que celui qui est lié à la théorie du genre, qui est toujours vivant de nos jours. C'est un féminisme qui consiste à réclamer l'égalité entre les sexes. Pour réclamer l'égalité entre les sexes, encore faut-il partir de la reconnaissance de l'existence de ceux-ci. La philosophe Réagent pourrait vous en dire long sur ce sujet-là, et aussi sur les tentatives de censure des féministes qui critiquent la théorie du genre. Elle-même a été incapable de donner une conférence prévue à l'UQAM en 2016 parce que des militants du genre se sont présentés pour chahuter, pour l'empêcher de parler. D'autres féministes pourraient aussi vous en parler. Meghan Murphy, qui a été bannie de Twitter et qui a reçu des menaces à de nombreuses reprises parce qu'elle continue d'affirmer que le sexe est une réalité objective. Il y a des femmes qui ont perdu leur emploi. Il y a des activités militantes, des colloques qui sont menacées par des militants qui vont manifester. Et indépendamment des féministes, il y a des gens conservateurs qui pourraient vous en dire long là-dessus aussi. Je vais simplement mentionner Jordan Peterson, qui a eu maille à partir avec des militants du genre. Bref, on cherche à censurer la dissidence quant à la théorie du genre, ce qui incidemment ne va pas seulement à l'encontre de la philosophie conservatrice de Mathieu Bock-Côté,
mais aussi à l'encontre de la théorie libérale qui protège la liberté d'expression.